Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire l'analyse linéaire de la scène 3 de l'acte 1 de Phèdre, qui est une tragédie classique écrite par Jean Racine et jouée pour la première fois en 1677. Nous sommes donc dans le mouvement du classicisme et durant le XVIIe siècle, il y avait la querelle des anciens et des modernes. Bref, les anciens, c'est ceux qui veulent imiter les œuvres de l'Antiquité, qui étaient considérées comme l'époque des intellectuels, et donc une époque lumière. Et Racine fait partie de ces gens-là. Donc sa tragédie reprend un thème déjà traité par les tragédies grecques d'Euripide et latines de Sénèque. Mais Racine choisit de rendre l'héroïne de son œuvre Phèdre, et d'ailleurs le titre portera son nom, afin en fait d'amplifier l'effet de catharsis, c'est celui de purger les âmes, et son but étant donc de rendre son œuvre pathétique, car s'il raconte la souffrance d'une femme, eh bien ça fait plus pitié. Et il veut respecter la définition qu'Aristote donne du personnage tragique, qui doit inspirer terreur et pitié, je cite. Et donc, Phèdre, selon Racine, n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. En effet, la fatalité a un grand rôle dans cette œuvre. Phèdre subit la malédiction de Vénus. En fait, dans le mythe de Phèdre, Vénus a maudit Hélios, le dieu du soleil, et toute sa descendance. Et donc, Phèdre fait partie de sa descendance et elle est condamnée à un amour incestueux et adultère. En effet, elle tombe amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Et dans cette œuvre, on peut bien voir que elle ne peut échapper à la fatalité et donc ce qui la fait souffrir. Et donc, dans cet extrait, c'est la première apparition de l'héroïne éponyme qui est montrée d'emblée, donc déjà comme une victime de la fatalité, en ce qu'elle est la proie d'une passion honteuse, donc celle qu'elle éprouve pour son beau-fils. Et donc, l'enjeu de ce passage, c'est de savoir en quoi cet extrait donne-t-il à l'héroïne toute sa dimension tragique. Nous verrons d'abord comment la douleur de Phèdre est soulignée dans ce passage, du vers 153 au vers 161, et cette douleur est ensuite soulignée par la confusion mentale du vers 162 au vers 172. Donc d'abord, une déliquescence physique spectaculaire, ce qui veut dire une perte de la force. En effet, l'auteur insiste sur l'épuisement à travers plusieurs procédés. D'abord, la présence de deux césures qui introduisent une pause, un silence qui traduit donc la fatigue et la difficulté à marcher. Mais aussi, les deux premiers hémistiches sont constitués par des phrases négatives qui soulignent, ainsi que le verbe demeurer, l'impossibilité de l'action. Le deuxième hémistiche, du vers 154, désigne grammaticalement Phèdre par un COD, me, qui accentue l'idée de passivité, donc l'incapacité de Phèdre à faire quoi que ce soit. Mais aussi la référence aux yeux éblouis et aux genoux tremblants, situés aux premiers hémistiches, amplifie l'absence de maîtrise du corps. L'exclamation plaintive « hélas » est mise en relief par le vers en escalier, complété par la lamentation de l'on, ce qui montre l'intensité de l'invocation des dieux. De surcroît, l'auteur nous met une didascalie, ce qui est un fait rarissime dans le théâtre classique, et ce sera d'ailleurs la seule indication scénique de toute la pièce. Et donc, encore une fois, il veut insister sur l'épuisement. Ensuite, l'auteur fait une mise en scène hyperbolique de la déploration. D'abord, il s'avère que Phèdre ne supporte même plus le poids de ses bijoux, ni de ses voiles, ni de sa coiffure. On peut le repérer par l'oxymore 20 ornements, mais aussi par la métonymie, quelle importune main, qui semble critiquer les servantes, voire un nonne.
Et puis elle arrive au sommet de la plainte, au vers 161, en disant « Tout m'afflige et me nuit, conspire à me nuire ». Ici, il y a l'insistance sur le mal-être par plusieurs procédés frappants. D'abord, la polyptote nuit nuire. Je vous rappelle, la polyptote, c'est une figure de style qui consiste en la répétition d'un mot, de plusieurs mots de même racine, ou d'un verbe sous plusieurs formes. Et donc, c'est le cas ici. L'assonance tridente en i est aussi un procédé très frappant. En général, quand il y a une assonance en i, c'est utilisé afin de montrer une souffrance. Puis la répétition du pronom de la première personne en position d'objet direct réitère encore une fois l'idée de passivité, voire de victimisation. Mais il apparaît rapidement que les mots physiques de Phèdre sont provoqués par la confusion mentale. Donc c'est là qu'on passe à la deuxième partie, qui est la confusion mentale. Donc d'abord, le comportement contradictoire de Phèdre est dénoncé par Œnone. Œnone veut entrer en contact avec sa maîtresse pour lui faire comprendre l'incohérence de son comportement. Donc il y a une répétition du pronom vous, 9 fois, qui culmine en anaphore dans les derniers vers. Il y a aussi une focalisation sur la contradiction de Phèdre. D'abord son désir et refus de sortir, puis son désir et refus d'être visible. Cela est fait par l'opposition entre l'imparfait, vous excitiez, vous vouliez, et le présent, vous le voyez, vous haïssez, qui est accentué par l'indicateur temporel tantôt, qui signifie il y a quelques instants à peine. Il y a un paradoxe clairement indiqué dans le vers 168 par le jeu des hémistiches et par l'antithèse « vous haïssez le jour » que vous veniez chercher. Un sentiment de culpabilité s'affirme ainsi chez Phèdre. D'abord, le refus du dialogue avec sa fidèle nourrice montre bien cela. Son destinataire exclusif est le soleil, par la triple apostrophe, donc elle lui adresse la parole 3 fois. Celui-ci est valorisé par la périphrase « noble et brillante auteur » pour mieux souligner la déchéance de ses descendants. Puis le champ lexical de la honte, triste famille, ma mère rosée, tu rougis, trouble, est aussi un procédé pour insister sur la culpabilité de Phèdre. Le refus de la lumière est ici comme marque du sentiment de la culpabilité, déjà noté par Œnone. Dans le vers 168, la force de l'annonce « Je te viens voir pour la dernière fois » met en valeur par l'effet d'attente suscité par l'accumulation des interpellations. Il y a donc une quête de l'obscurité et la volonté de disparaître. C'est donc une intention suicidaire. Alors qu'il faut savoir que Phèdre signifie celle qui brille, ce qui confine presque à l'antiphrase. Il faut savoir aussi que dans le dénouement, la belle-mère d'Hippolyte se félicitera que sa mort rende au jour toute sa pureté. Donc, en conclusion, dès l'exposition, Racine nous montre clairement que la passion est tout à la fois une maladie et une malédiction dévoilée par la référence à l'histoire familiale, rappelons-nous de la mythologie. Si on compare le début et la fin de la pièce, on constate qu'il n'y a aucune évolution fondamentale de la situation, car dans l'exposition, Phèdre est sur le point de mourir comme on le voit, et dans le dénouement, elle est strictement dans le même état. Entre-temps, cependant, il y a eu la tragédie de la parole, la multiplication des aveux et le déshonneur.